Et voilà, merveilleux. Bon, c'est parti. Alors ça, c'est une vieille photo de moi qui a été prise en 2002, la première fois que je suis allée en Tanzanie. C'était un rêve que je caressais depuis de nombreuses années. J'ai fini par me décider. Pourquoi? Parce que la femme qui est en blanc dans la photo en bas, à la page du passager, c'est une amie. Donc, je savais qu'elle m'amènerait là puis qu'elle me ramènerait en bonne santé. C'est un petit peu ce qu'on fait avec Anne pour vous amener là-bas. Alors, on est dans le cratère du Ngorongoro et on a des lions qui sont venus nous voir, qui cherchaient en fait de l'ombre. Alors voilà, c'était mon premier safari il y a un peu plus de 20 ans de ça. Et là-bas, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai rencontré ce monsieur qui s'appelle Christopher à la fin de mon safari à Zanzibar. Et puis, au bout de 2 ans, ben, il a fini par avoir son visa de résident au Canada, au Québec. Et puis, on a eu une petite popoune qui s'appelle Shani, ce qui fait que mon nom en swahili, c'est Mama Shani. Alors, on a fait, en 2006, on a plié bagage, on est parti avec 800 kilos de matériel. On n'avait pas encore rencontré Anne pour réduire, n'est-ce pas? Et on est parti vivre en Tanzanie et on a lancé une compagnie de safari qui s'appelle Pakashume Trekkings parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà l'idée de faire du trekking, c'est-à-dire de la marche en Tanzanie. Fait que c'est une affaire qui me trotte dans la tête depuis longtemps. Paca choumé, pour ceux que ça intéresse, paca, chat, choumé, sauvage, et toutes les pattes qu'on voit, ce sont des traces de pas de différents félins. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Bon, on est revenu au Québec parce que, pour ça de raisons, au bout de 2 ans, on est revenu au Québec. C'est la bonne chose parce qu'aujourd'hui, Christopher est chef de cuisine dans un restaurant sur la rive sud et Shani est violoniste dans l'Orchestre symphonique des jeunes de Montréal et ils s'en vont en tournée cet été en France. Alors, si vous voulez la repérer dans tout ce beau monde, c'est la violoniste qui est la troisième de partir de la gauche et qui fait un piece avec un sourire et des petits yeux fermés presque. Alors, c'est ma fille qui est violoniste. Donc, on parle un peu de Tanzanie. Je vais la situer sur la carte du monde parce qu'on en parle peu dans les médias parce que c'est un pays qui est stable politiquement. On est content de ça. Alors, vous avez la carte de la Tanzanie. On est juste au sud du Kenya. On est à 3 degrés au sud de l'équateur. On est juste au nord du Mozambique. Et on a l'océan Indien. On a une côte Swahili qui est sur le bord de l'océan Indien. Si vous regardez la carte dans le haut, il y a le lac Manyara et le lac Eyasi. Ce sont entre les deux lacs où on va aller marcher. On ne va pas marcher d'un lac à l'autre, ce serait impossible, c'est trop une grande distance. Mais c'est dans ces régions-là qu'on va aller marcher. La Tanzanie a deux capitales, Dodoma et Dar es Salaam. Dodoma, qui est la capitale administrative, c'est là que le Parlement a lieu, et Dar es Salaam, c'est la capitale économique, et ça veut dire port de paix, Dar es Salaam. Donc, la Tanzanie, c'est un pays relativement jeune qui a été créé Tanganyika a été créé en 61, là, au moment de l'indépendance. Il y a eu une fusion en 64 avec Zanzibar. Ça fait Tanganyika et Zanzibar, ça fait Tanzanie. C'est pas un très gros pays, à peu près le double de la Californie, et on y trouve à peu près 120 langues différentes. Et la langue qui réunit tout le monde, c'est le Swahili. Et les gens qui ont un peu d'éducation parlent également anglais, qui sont les deux langues officielles du pays. Donc, l'économie repose sur les mines, l'agriculture et le tourisme. Je vais m'attarder au tourisme, particulièrement les safaris dans les parcs nationaux et le tourisme culturel, qui est quelque chose de récent. Quand je suis allée en 2002, il n'y avait pas de ça et c'est nouveau et c'est extrêmement intéressant. Le Big Five. Quand on n'importe quel livre qu'on lit sur la Tanzanie ou l'Afrique de l'Est, on parle du Big Five. Qu'est-ce que c'est? C'est une vieille affaire qui remonte à 1880 quand les chasseurs, pour dire que c'était des bons chasseurs, il fallait qu'ils aient abattu un éléphant, un rhinocéros, un lion, un buffle et un léopard, qui est une horreur. Aujourd'hui, le Big Five, c'est les animaux qu'on cherche à voir pour prendre des photos. C'est correct, j'ai rien contre ces animaux-là. J'adore les lions, j'aime beaucoup les léopards, etc. Mais moi, mon Big Five, là, c'est pas ça. Moi, j'ai les guépards que j'aime. On a ici une paire de frères, parce que les guépards vivent seuls, mais sauf s'ils ont grandi ensemble, ils peuvent chasser ensemble. J'aime les oiseaux, les petits oiseaux qui font cuit-cuit, là, pas les gros oiseaux charognards, tout ça, ça ne m'intéresse pas. C'est les petits oiseaux que j'aime. Ici, on a des inséparables de Fisher. J'aime les girafes.
J'aime surtout arriver devant un groupe de girafes, pas juste un groupe. En anglais, on appelle ça a tower, une tour de girafes. Je trouve ça fascinant. J'aime également les fleurs. J'aime les fleurs au Québec. Je fais des photos de fleurs au Québec. J'en fais aussi en Tanzanie. Et évidemment, les couchers de soleil, qui sont absolument magnifiques. Je dois avoir à peu près 150 photos de couchers de soleil que j'ai prises pendant mon voyage. Donc, qu'est-ce que c'est aller en safari? Ça veut dire prendre sa valise, embarquer dans une voiture comme vous voyez là, et là, on se promène de parc national en parc national. Mais il faut comprendre que les parcs sont immenses. On ne peut pas faire le tour du parc, c'est trop gros. Alors, on fait une partie autour de l'hôtel où on va se trouver et on se promène de parc en parc et on cherche quoi? Des animaux pour faire de la photo et de l'observation animalière. Alors, la photo qui a été prise, on me voit en haut, là, la photo qui a été prise, cette photo-là a été prise dans le parc national d'Arusha. Alors, commençons par ce premier parc qui est tout près d'Arusha, 40 minutes de route. Ce n'est pas un gros parc, c'est un parc dans lequel il n'y a pas de prédateurs, donc on peut y marcher. C'est le seul parc dans lequel on peut marcher, mais il faut avoir un ranger avec soi. Donc, on fait de la marche, on est libre, on va à notre vitesse, on découvre différents paysages. C'est un parc qui est très collineux, très montagneux, beaucoup de paysages différents. Et comme on marche, Anne pourra confirmer, on a le temps de s'arrêter et d'observer. Jamais j'aurais vu ces deux petites fleurs-là que ma fille a enfilées sur une aiguille, là, comme une épine. Jamais j'aurais vu ça si j'avais été en voiture. Alors, c'est une chose que j'apprécie de marcher dans la brousse africaine. Alors, on marche, on rencontre des girafes, on voit toutes sortes de choses et on est avec une ranger. En l'occurrence, elle s'appelle Glory. Et j'étais contente de voir que c'était une femme parce que la Tanzanie est un pays qui est très ouvert, beaucoup plus équitable. Il y a beaucoup de femmes qui sont députées ou ministres. La première ministre, pardon, la présidente du pays, c'est une femme, mais le tourisme demeure un peu une chasse gardée d'hommes. Alors, de voir que Glory était là, puis c'est une femme, je suis super contente. Et elle est armée. Vous le voyez qu'elle est armée. Elle a une méchante arme. Pourquoi? C'est à cause de ces herbettes. Ce pas des prédateurs, mais ils ont l'air bêtes parce qu'ils sont un petit peu bêtes. Mais il n'est jamais rien arrivé, mais on ne prend pas de chance. On doit traverser un champ dans lequel le troupeau vit. Alors, on le traverse rapidement, puis on a la ranger qui s'assure qu'il ne se passe rien. Il ne jamais rien passé, mais on ne prend pas de chance. Quand je fais de la photo en Tanzanie, le soleil est très fort selon le moment de la journée. Selon la caméra que j'utilise, il y a des fois où je suis capable de cadrer, mais il y a trop de lumière, je ne vois pas ce que je fais. Je prends ma photo, j'arrive à la maison, puis là, je vois qu'est-ce que ça a donné pour me rendre compte que tout le monde me tournait le dos. Alors, on va changer de parc. Alors, on s'en va dans le parc national de Tarangire, qui est mon parc préféré. C'est l'endroit que j'aime le plus au monde. J'aimerais y vivre. C'est un parc qui est réputé pour ses éléphants, pour ses baobabs, il y en a beaucoup, et pour ses oiseaux. Donc, les gens qui aiment faire de la photographie d'oiseaux, de l'observation d'oiseaux, c'est vraiment la place. Le parc a son nom par la rivière Tarangire qu'on voit ici, même en saison sèche, comme au moment où j'ai pris la photo, au mois de juillet, il y a toujours de l'eau. Donc, il y a toujours des animaux, surtout des éléphants qui viennent boire. Parlant d'éléphants, je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée pendant mon séjour. On était à un endroit qui s'appelle le marécage de Silale, S-I-L-A-L-E. Un endroit que je n'avais jamais visité, même si j'avais fait Tarangire, je ne sais pas combien de fois, je n'avais jamais vu cet endroit-là. On est arrivé là et il y avait une famille d'éléphants. Alors, on a été animateurs, on s'est installé pendant 1 heure et demie et on a juste observé les éléphants, juste les regarder vivre. Et là, cette famille, il faut comprendre que cette famille-là, si la famille était complète, donc on a la matriarche qui est à gauche de l'écran, elle est là avec ses sœurs, avec des cousines, avec des filles et avec des bébés. Et il y a à peu près 4 ou 5 mâles d'une douzaine d'années qui s'amusent en arrière à batifoler dans l'eau. OK? Et ces mâles-là, il y a une douzaine d'années, ils sont sur le point de quitter la famille. La famille va être amputée d'eux autres dans pas beaucoup de temps parce qu'ils deviennent dangereux. Il faut qu'ils aillent apprendre à c'est quoi être un éléphant mâle. Alors, ils vont quitter, ils vont aller vivre avec des éléphants mâles séparément de la famille. En attendant, ils avaient beaucoup de plaisir. Ils avaient vraiment, vraiment du fun. C'était vraiment cool à voir. On pouvait même voir la nouvelle mode des éléphants dans Silale Swamp.
Alors, quand les éléphants sortent de l'eau, la première chose qu'ils vont faire, c'est s'asperger de terre ou de sable ou peu importe ce qu'ils ont sous la trompe, parce que, paradoxalement, la peau des éléphants est fragile. Les insectes puis le soleil, c'est pas bon pour eux autres. Alors, ils s'aspergent de terre. Et comme à cet endroit-là du parc, la terre est rouge, ce que ça fait une fois que la terre a séché sur eux, ça donne cet effet-là. On m'a demandé pendant la première conférence à quelle distance j'étais des éléphants. Vous avez la réponse à la question. Je n'étais pas si loin que ça. Et puis, j'ai fait un petit vidéo que je vais partager avec vous dans quelques instants. Je vais juste vous expliquer qu'est-ce qu'il y en est de ce vidéo. OK. Alors, je fais un pan de ma gauche à droite et je reviens sur la matriarche qui est juste devant vous à votre gauche. Elle va tourner son regard vers nous, elle va faire un battement d'oreille et là, elle va faire un rumble. Ça serait intéressant si vous pouviez monter le son de votre appareil au plus fort. Parce qu'un rumble, c'est un son qui est très grave, qui part de l'estomac, qui s'en va dans les jambes, dans les pattes de l'animal et qui va être transmis par le sol aux autres familles d'éléphants. C'est pour dire, on est encore ici, on fait ceci, on fait cela. OK? Et puis, c'est comme un peu entre un ronronnement sur l'acide puis un grognement. C'est très difficile à décrire, mais j'espère que vous allez pouvoir l'entendre. Vous allez entendre aussi des bruits d'insectes, des bruits d'oiseaux, des bruits de mâchouillage de plantes parce que les éléphants continuent à manger en permanence. Vous allez entendre aussi un bruit récent à la savane africaine, c'est-à-dire une notification sur le téléphone du guide. Ah, il faut ce qu'il faut, c'est comme ça. Alors là, je vais essayer de le faire fonctionner où ça devrait marcher. Je vous laisse écouter, regarder les éléphants de Silali Swamp. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, le Rumble, mais j'ai également ce vidéo-là est sur ma page YouTube. Je pourrais donner le lien à Anne si vous voulez aller le revoir et réécouter le Rumble en question. Moi, je suis sûre qu'elle s'est tournée vers moi, puis elle a regardé, puis elle a dit aux autres familles d'éléphants, il y a une fatigante qui me filme depuis tout à l'heure. Bon, on a également quelques photos d'oiseaux que j'aimerais partager avec vous parce que j'aime beaucoup, oups, on s'en va à l'autre, j'aime beaucoup les oiseaux, comme je vous ai dit, les petits oiseaux très colorés. Alors, j'ai fait quelques photos. Ça ici, c'est un martin chasseur et non pas pêcheur. On a ici le choucador superbe, en anglais superb starling, superbe parce qu'il est vraiment superbe. L'aspect métallisé de ses plumes, là, c'est vrai. En personne, c'est vraiment comme du métal. La difficulté de ces oiseaux-là, c'est il y en a partout, c'est comme des moineaux, mais ils sont difficiles à photographier parce qu'ils sont tellement proches de toi que sur une table de pique-nique, c'est pas intéressant. Alors, c'est de trouver une façon de les photographier dans la nature. C'est ça le défi avec ces oiseaux-là. Et on a ici un barbet jaune et or, ou jaune et rouge, je ne me souviens plus comment il l'appelle. Et voilà. Et là, on s'en va faire un peu de tourisme culturel. Ce qu'on va aussi faire pendant notre voyage. Donc, les gens du lac Eyassi se sont rassemblés en communauté puis ont dit, OK, on veut que ce soit du tourisme culturel qui ne soit pas artificiel, que les gens puissent entrer en contact avec nous, avec les différentes tribus, de façon réelle. Et c'est ce qu'ils ont fait, puis ça marche vraiment bien. Alors, on va aller rencontrer des Datoga métallurgistes. C'est une sous-partie de la tribu des Datoga. Ce sont que des hommes et ils font du travail du métal depuis des centaines d'années. Ils ont des moyens extrêmement limités. OK, ils ont du feu, un soufflet, un petit marteau chelou, puis pas de casque, puis pas de bottes de protection. Mais ils réussissent quand même avec ça à faire quelque chose d'extraordinaire avec un clou. Ils vont le transformer en pointe de flèches qui vont aller échanger avec leurs voisins, les Adzabés. On va en parler tantôt. Ils font également des bijoux. Et puis finalement, malgré leurs moyens relativement limités, ils ajoutent pas mal de choses
choses. Ils n'ont pas trop de problèmes pour faire des choses. On va aller voir leurs cousins, leurs amis, les Datoga éleveurs de bétail, qui c'est une tribu très semblable aux Maasai, en ce sens que ce sont des semi-nomades qui font de l'élevage de bétail. C'est leur vie, le bétail est leur vie. Mais vous le voyez tout de suite, il n'y a pas de rouge, les couleurs ne sont pas les mêmes. Et les hommes portent tous cette espèce de couverture noire très austère et très rébarbative. Puis pourtant, ce gars-là était super sympathique. Alors, vous me voyez avec ma fille. Ma fille a eu un coup de foudre avec cette dame-là. Cette femme-là et ma fille ne parlent pas la même langue, ils ne viennent pas du même monde, ils ne sont pas du même âge. Ils ont eu du fun ensemble, ils ne se lâchaient pas. La dame lui a montré à ma fille à moudre des grains de maïs pour faire de la farine. C'est pas facile. Elle lui a ensuite décoré le visage à la façon typique des femmes d'Atoga. Dans le cas des femmes de là-bas, ce sont en fait des cicatrices de brûlure qui font ce dessin-là. On a préféré prendre du charbon et de l'eau, n'est-ce pas? Et ça donne cet effet-là après. Et j'ai croisé des femmes d'Atoga à Arusha et effectivement, elles ont des cicatrices dans le visage qui font cet effet-là et c'est un signe de beauté. Alors voilà. Et de là, on est parti rencontrer les Adzabés. Il faut comprendre que les Adzabés, c'est une tribu complètement à part. Ce sont des gens qui vivent comme nous, on vivait il y a 10 000 ans. Ce sont des chasseurs-cueilleurs. C'est une des dernières tribus de chasseurs-cueilleurs qui ne sont pas modernisées. Ils n'utilisent pas d'allumettes, ils sont en train d'allumer un feu pour s'allumer un joint, parce que c'est la seule tribu qui est autorisée à utiliser du bangui, du cannabis. Et puis, ils sont super bons pour allumer un feu, il n'y a pas de problème, ce n'est pas une difficulté pour eux autres. Et j'ai mis ces photos-là pour vous montrer un peu comment ils s'habillent. Oui, ils portent des fois des t-shirts ou des shorts, mais le vêtement qui est comme le signe d'un bon chasseur, c'est une peau de babouin, qui est l'animal le plus dangereux qu'ils vont chasser. C'est la seule tribu qui est autorisée à chasser. Ils ne vont pas chasser de l'éléphant ou du lion. Il n'y en a pas dans cette région-là. De toute façon, ça serait beaucoup trop, ce serait trop dangereux. Ils vont chasser des petites antilopes, des lapins, des porcs, des cochons sauvages. Puis l'animal le plus dangereux, c'est ça, c'est le babouin. Alors, quelqu'un qui réussit à tuer un babouin, il a le droit de porter le vêtement, la peau du babouin. Ils utilisent des arcs et des flèches. On a vu des pointes de flèches tantôt. Et ça, c'est les arcs qu'ils font tous eux-mêmes, manuellement. Et puis, petite image de contraste, on a une série d'hommes et deux femmes. On a des hommes qui vivent comme nos ancêtres il y a 10 000 ans. On a nous deux, ma fille et moi, qui sommes des femmes modernes d'aujourd'hui du Canada. On ne parle pas la même langue. Et malgré ça, on se sent tout à fait accueillis. On a un guide avec nous qui parle leur langue et on pose toutes les questions qu'on veut. On a des réponses. C'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Et on va finir avec les Maasai. Les Maasai sont, tout de suite, on voit l'image des tissus rouges, tout de suite, on sait que c'est des Maasai. Et quand j'ai fait la présentation en février, j'ai habillé Anne et Michael. Ça nous a permis de constater une chose très intéressante, c'est que les femmes, quand elles ont un vêtement de cérémonie, elles sont très décorées. Les hommes, pas mal moins. Et ça représente la réalité. Les femmes, quand elles travaillent, il n'y a pas de bijoux, il n'y a rien, elles travaillent, bon, tout ça. Les hommes portent cette chouka-là, cette couverture-là, en permanence. Il y a une cérémonie spéciale, that's it. Ils ne changent pas. Les femmes, comme dirait mon mari, ils vident leur tiroir, ils mettent tout sur eux autres. Et puis, il y a vraiment une grosse, grosse, grosse différence. De là, on s'en va à la gorge d'Olduvai. Olduvai, c'est une plante qu'on voit devant soi. C'est la plante qui ressemble à un aloès. C'est un mot maasai qui veut dire cette plante-là. Et on s'en va au berceau de l'humanité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'à cet endroit-là, on a trouvé des crânes d'hominidés qui remontent à 3,2 millions d'années. C'est assez ancien. Et juste derrière, on a des éoliennes qui datent de 3,2 ans. J'adore le contraste entre les deux et le fait que ça marche totalement. Le pays a un pied dans le passé, un pied dans le présent et l'avenir. Je trouve ça formidable. De là, on a pris la voiture, on s'est rendu à cette dune, qui est une dune, on appelle ça en anglais shifting sands, qui veut dire que la dune ne se déplace pas, que c'est du sable mouvant, là. C'est une dune de sable magnétique. Donc, les petits grains tiennent ensemble et la dune se déplace depuis longtemps. Ils la mesurent depuis, je pense que c'est 20 ou 30 ans. Et tous les ans, ils mettent un jalon avec la date. Et là, on voit qu'elle se déplace.
à peu près 17 mètres par année, semble-t-il. Et la partie, quand le sable quitte l'endroit, le sol demeure infertile pendant plusieurs années. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ce sol-là, mais c'est, voilà. On s'en va ensuite dans le cratère du Ngorongoro, qui est, les gens qui l'ont vu le comparent au paradis terrestre. Puis je trouve que c'est une bonne comparaison. C'est pas un gros endroit, 100 km². On est au-dessus en ce moment, on est au Belvédère. On regarde en bas, on voit quelques lacs, on ne dirait pas qu'il y a des animaux. Ben, c'est la plus grande concentration d'animaux au pouce carré de la planète, de mammifères, je devrais dire. Alors, on s'en va voir ça. Il y a trois tribus de lions, une soixantaine de lions. Il y a des vieux éléphants mâles. Pour une raison qu'on n'explique pas, les éléphants mâles anciens, les vieux, les 60 ans et plus, descendent dans le cratère et finissent leur vie là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont beaucoup moins agressifs que des éléphants dans la force de l'âge, ce qui fait qu'on peut s'approcher vraiment proche puis voir les défenses incroyables. Alors, on a une petite idée du troupeau qui peut se tenir dans le cratère. On a des buffles et des zèbres. Et on a également des gnous. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que les animaux qui vivent dans le cratère, qui normalement feraient la migration, ne la font pas. Eux, c'est des résidents. Ils ont leur carte de résident, ils restent là, ils vivent toute leur vie là. C'est comme une espèce de petit écosystème fermé. Il y a des prédateurs qui mangent les animaux malades ou âgés, et il y a ces animaux-là qui continuent à faire leur vie sans se déplacer autour du Serengeti. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu un bébé zèbre qui buvait après sa mère. J'étais vraiment contente de voir ça. Je n'avais jamais vu ça. Et j'ai pris une photo de proche du poil du petit zèbre. Et vous allez voir qu'est-ce que ça donne de proche. On a envie de se coller la tête dessus. Je ne l'ai pas fait, évidemment. Et je termine avec ce héros, le rhinocéros. Ils sont en danger, OK? Les rhinocéros, il y en a très peu. Quand je suis allée en 2002, il y en avait 11. Là, il semble qu'il y en aurait 26. Ils sont dans le cratère, ils sont protégés. C'est les seuls animaux en Tanzanie qui font l'objet d'une protection spéciale de la part des rangers. Il y a à peu près un an, il y a un bébé rhinocéros qui est attaqué par des lions. Les rangers sont arrivés, ont chassé les lions, puis ont protégé le rhinocéros. Je suis contente de savoir ça. Maintenant, j'aimerais savoir si les rhinocéros entre eux ont des noms de la part des rangers. C'est à trouver la prochaine fois que je vais y aller. Et là, on s'en va dans le Serengeti. Il faut comprendre le Serengeti que ce n'est pas juste un parc national, c'est un immense écosystème qui se rend jusqu'au Kenya. OK? C'est immense. Quand on visite une petite partie de rien du tout parce que il faudrait que j'y passe 3 mois pour faire le tour. C'est immense. Alors, il s'y trouve une migration circulaire de 1,5 million d'herbivores, donc des gnous, des zèbres et quelques antilopes, et quelques prédateurs qui suivent le garde-manger. Pas tous, mais une partie. Alors, comment ça se produit? C'est que de mois en mois, la migration se promène. On va commencer dans le sud, février. On n'est même pas dans le Serengeti à ce moment-là, on est dans la zone de conservation du Ngorongoro. On a le moment où les femelles gnous mettent bas. Ça, c'est au mois de février. Il y a à peu près 200 000 petits gnous qui naissent sur une période de 2 semaines. Et là, les gnous prennent de la force, ils vieillissent, ils apprennent à marcher, à gambader, etc. Et là, ils vont commencer à remonter vers le nord, se rendre dans le corridor ouest, se rendre dans le Kenya et on recommence. Tout ça sur une année. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Du pâturage. Ils sont tellement nombreux qu'à un moment donné, il n'y a plus rien à manger. Fait qu'ils cherchent à manger, ils cherchent l'eau, donc ils vont suivre la pluie. Le parc national du Serengeti a beaucoup d'animaux, évidemment, herbivores et carnivores. On y trouve, entre autres, des lycaons. Ils sont en voie d'extinction. J'en ai encore jamais vu. C'est sur ma liste, ma bucket list. Je veux voir des lycaons. Mais pour les besoins de cette présentation ce soir, je vais vous parler plutôt d'une autre espèce, qui sont les impalas. Parce que pour une raison que je ne m'explique pas, on s'est trouvé dans une zone où il y avait beaucoup d'impalas et j'en ai profité pour faire beaucoup de photos. Alors, les gens observateurs vont voir qu'il y a un seul qui a des cornes, le reste n'en ont pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un harem. Celui qui a des cornes, c'est le mâle. Les autres, c'est des femelles et les petits. Donc, c'est le contraire d'une famille d'éléphants où c'est une femelle qui est la chef. Même chose pour les hyènes.
ici, c'est le mâle qui est le chef. On a vu beaucoup de petits bébés super cute à voir, à ne pas confondre ceux-là avec les dik-dik. DIK, qui est la plus petite antilope de Tanzanie. Imaginez à peu près un pied à l'épaule. Fait que c'est tout petit, tout petit, tout petit. Puis ces animaux-là s'accouplent pour la vie. Quand j'en vois un, je cherche toujours le deuxième pour être sûr qu'il n'est pas tout seul. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours vu des couples. Alors, on voit ici une maman avec son petit. On sait que c'est un mâle parce qu'il y a des cornes qui s'en viennent. Et un jour, il sera aussi spectaculaire que ce mâle. On m'a demandé à la dernière présentation si les animaux s'approchaient des gens, des hôtels, etc. Bah ouais. Je suis dans ma chambre en ce moment. En fait, je suis sur le balcon, puis ma chambre est rez-de-jardin. Donc, ça donne là. Je suis sur le petit balcon. Tout ce qui me protège de l'éléphant, c'est un petit muret en béton. J'étais dans la chambre, j'entendais crouch, crouch, crouch. Puis je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Puis je suis sortie dehors, j'ai tourné à droite, puis j'ai vu un éléphant juste devant moi. On a fait le saut tous les deux. Je suis rentrée en courant, ramassé la caméra, ressortir, et j'ai fait quelques photos. Alors, on voit ici un de ces éléphants-là. Le lendemain matin, qu'est-ce que je vois sur le bord de mon balcon? Un daran de rocher, en anglais Rock Hyrax. Et puis là, si vous voulez vous amuser, dans le chat, j'ai une petite énigme pour vous. Vous allez me dire, c'est quoi le cousin le plus proche du daran? Si je prends le squelette du daran et le squelette de son cousin, c'est identique. Son cousin est africain. Je vous laisse réfléchir à la question. Je vous le dis plus tard dans la présentation. On parle un petit peu de bouffe parce que ben, c'est le fun quand on voyage, bien manger. La Tanzanie n'a pas vraiment de gastronomie tanzanienne comme telle. C'est un mélange de gastronomie européenne, indienne, on le voit par les chapatis, parce que au Kenya, quand ils ont construit le chemin de fer, ils ont fait venir beaucoup d'Indiens, sont venus avec leur tradition culinaire et ils sont restés, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'aliments d'origine indienne dans la nourriture tanzanienne, mais on mange vraiment très, très bien. En général, ce sont des buffets comme celui-ci. Et ce buffet, j'ai pris une photo parce que c'est un hôtel qui avait gagné le premier prix des hôtels d'Afrique de l'Est. Alors, oui, on mange bien en Tanzanie. C'est à Gibbs Farm. Super, super, super bon. Je vous laisse sur cette dernière image de contraste. J'ai un Maasai sur le bord de l'eau. Les Maasai ne sont pas un peuple d'eau, c'est un peuple de terre. Puis je le regardais, ce monsieur-là, je me demandais s'il pensait au bétail de la famille, à la terre familiale, autant que moi, je pense à la Tanzanie quand je suis au Québec. Asante kwa kunisikiliza. Merci de m'avoir écouté. Wow. Bravo. Mon Dieu, hein? C'est extraordinaire. Je ne sais pas, vous êtes comment avec cette présentation. C'est fantastique. Merci. Merci beaucoup de m'avoir écouté, vraiment. Je vais faire comme les zèbres, je vais prendre une gorgée d'eau. C'est bon, ça. Oui, effectivement, Carmen a dit merci, super, merci. Avec grand plaisir. Oui, on sent, on le sait, on le voit, on le vit, que tu connais vraiment cette région. Alors, pour moi, c'est vraiment rassurant de dire qu'on va partir ensemble et que tu puisses nous guider dans la découverte et de nous apaiser dans ce qui pourrait être sur le bord de notre balcon. Oui, tout à fait. Oui. Génial. Alors, si ça vous tente, ben là, on pourrait passer à la section, parce que ce n'est pas terminé, on va passer à la section de ce qu'on vous propose comme itinéraire de voyage. C'est au mois d'octobre. Alors, si tu veux nous montrer les extraordinaires lieux où on va dormir, entre autres. Effectivement. Alors, on reste là. C'est reparti. C'est reparti. Pour le forfait qu'on vous présente et que Michael nous a bien monté avec surtout Anne-Marie. Alors, voilà. Moi, la première fois que je suis en Tanzanie, la raison pour laquelle j'ai mis tellement de temps à me décider, c'est que j'avais un petit peu peur. Je me disais, je vais me rendre, y a-t-il quelqu'un qui va m'attendre à l'aéroport? En partant avec une amie qui organisait le safari, je savais que j'étais en très bonne main. Dans ce cas-ci, c'est la même chose. Moi, je suis là, je connais très bien notre équipe au sol, j'ai fait un safari avec eux, je leur parle régulièrement.
Anne, c'est ma spécialiste de la marche. Moi, ça me fait peur de marcher 10 km par jour. Alors, je vais me fier à Anne, puis je me dis que ça va être correct. Si elle assiste ce qu'elle fait, on va être correct. À nous deux, on va faire un voyage extraordinaire. Alors, c'est parti en Tanzanie. D'abord, bon, on part de Montréal, on traverse probablement en quelque part en Europe et de là, on reprend un vol et on atterrit en soirée à l'aéroport de Kilimanjaro. Comme on vient de faire un vol de 7 heures, puis un autre vol de 9h30 à peu près, on n'a peut-être pas le goût de se rasseoir pendant 1 heure pour prendre la voiture pour se rendre à l'hôtel. Donc, on a pensé faire un petit snack sous les arbres. C'est le soir, il y a une bonne lumière qui est allumée, on le voit. Ça, c'est un groupe qui est arrivé, un groupe de 17 qui est arrivé en février dernier. Alors, c'est très récent comme photo. Et il y a des bouchées chaudes, des bouchées froides. On nous promet un petit champagne local bien frais pour faire un toast puis dire, ça y est, on est rendu en Tanzanie. Et de là, on prend la voiture et on se rend à notre hôtel qui a l'air de cela. Alors, à gauche, vous voyez la section réception, restaurant, etc. Nos chambres se trouvent dans des petits bungalows cachés dans le jardin autour de cet endroit-là. C'est absolument magnifique. C'est mon hôtel préféré à Arusha. Il y a une piscine. Tous les hôtels que j'ai choisis ont une piscine. Et puis, parce que comme ça, on va arriver en fin d'après-midi, on va dire, bah, ouais, un petit coup dans la piscine, ça va faire du bien, ça va enlever les douleurs musculaires d'avoir marché, ça va être génial. Le jour 3, on le passe à Arusha toute la journée. On va prendre le petit Bajaji que vous voyez à gauche, le petit véhicule à 3 roues. C'est mon mari qui est en train de le payer. C'est des petits véhicules super le fun. On s'assoit 2 ou 3 par véhicule. On va se promener dans la ville d'Arusha avec ça. Et on va aller visiter. On a le choix entre deux choses. Soit on visite le Cultural Heritage Center, qui est un centre d'art absolument magnifique. C'est la photo en bas à gauche. L'espèce de gros tambour que vous voyez, c'est en fait 6 étages et c'est une spirale à l'intérieur. Le toit est en verre, donc la lumière, la luminosité est extraordinaire. Et sur les murs, ce sont des œuvres d'art, de peinture contemporaine africaine. Ça vaut la peine d'être vu. Moi, j'ai vraiment envie de vous amener voir ça. Et il y aurait la possibilité d'aller voir Shanga, que j'ai jamais visité encore, qui est un centre culturel communautaire pour aider des gens qui n'ont aucune aide du gouvernement à se réhabiliter, si on veut, entre autres des personnes sourdes. On a ici quelque chose au Québec, on a le bien-être social, on a quelque chose pour les aider, pas là-bas. Ce centre-là permet de faire ça. On retourne au même hôtel pour dormir. Oh, pardon, j'allais oublier, mais quelle horreur, j'allais oublier. On a notre repas de bienvenue chez Andrews, mon restaurant préféré à Arusha. Ce sont des viandes sur le barbecue. On s'installe, on a un bon repas, on se souhaite la bienvenue. On va avoir un petit briefing de ce qui s'en vient de la part des guides. Ça va être vraiment, vraiment agréable. Puis la nourriture est tellement bonne. Là, si je comprends bien, quand on voyage en randonnée à Compostelle, on fait hôtel, on marche, on mange au restaurant, on marche, on arrive à l'hôtel suivant. En Tanzanie, il faudrait qu'on fasse à peu près 80 km entre deux hôtels. Ça ne serait pas possible. Donc, on a une autre solution. On part de l'hôtel, on rentre dans la voiture. On s'en va au début de la marche et là, on discute. Quelle distance qu'on fait? OK, on fait telle distance. La voiture s'en va. Le guide de marche nous accompagne. Et là, lui, le chauffeur guide nous installe la pause café. Après ça, on s'installe, on dit OK, combien qu'on marche jusqu'au repas? On marche telle distance, parfait. Et là, on arrive, on a un pique-nique, un repas froid. Il y aura des causes sur un repas chaud, ça va dépendre où est-ce qu'on est. Après, si c'est possible, on fait une sieste sous les arbres. Si c'est possible, je veux faire tout pour que ça marche. Après ça, on reprend la marche en décidant avec le chauffeur guide et le guide de marche quelle distance on parcourt. On se rend à la voiture et on s'en va à l'hôtel. Ça, c'est notre modèle qu'on a adapté pour la Tanzanie. Alors, la voiture, ça a l'air de ça. Le toit est levé quand on est dans les parcs nationaux, sinon le toit est baissé. Et l'intérieur des voitures, c'est ce que vous voyez à droite. Il y a 6 places, il y a une fenêtre par personne, il y a des ceintures de sécurité pour tout le monde. En arrière, il y a un frigo. Il y a également une espèce de grande poche qui contient de l'eau pour qu'on puisse remplir nos camembacks. Donc, beaucoup moins d'utilisation de bouteilles de plastique. Très écolo, j'aime ça.
Et ici, on voit qu'est-ce que ça a l'air, nos fameuses pauses café. On a une table, des chaises, une nappe, tout ce qu'il faut. On a moi et ma fille dans le milieu du Serengeti en train de prendre un lunch. Donc, le jour 4, premier jour de marche, on part d'Arusha et on se dirige vers le lac Manyara. On ne s'y rend pas complètement, mais on se dirige vers. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir en voiture. On va nous débarquer à peu près à 2 heures de marche de l'hôtel et on va arriver à l'hôtel pour le lunch, pour le repas chaud. En après-midi, on va marcher en direction du lac pour voir des animaux. Et au souper, pour le souper et la nuitée, on revient à l'hôtel où on avait pris notre lunch. Le lendemain, pardon, je vous montre des photos de l'hôtel où on va rester. Au loin, dans la photo de droite, en haut, au loin, c'est le lac Manyara. On ne le voit pas bien parce que c'est une zone très aride, mais ça donne une petite idée. Encore une fois, il y a une piscine. On voit que les lits sont entourés de moustiquaires. Donc, pas de problème de ce côté-là. On est protégé pour la nuit. Le lendemain, on quitte cet hôtel-là et on s'en va vers le corridor faunique, le Wildlife Corridor. Et on va devoir marcher avec un ranger armé. Ça va dépendre, la distance qu'on va parcourir et où est-ce qu'on va marcher, ça va dépendre de ce qu'il y a à ce moment-là. S'il y a, je ne sais pas moi, trop de lions ou trop d'éléphants, le ranger va le savoir et il va nous amener à un endroit où il n'y a pas de danger pour marcher. Mais ça se peut qu'on ait à faire, tout ça va être organisé au fur et à mesure. On a un lunch froid dans la brousse, avec un exemple qu'on a ici, les tables, les chaises, et on poursuit la randonnée jusqu'au véhicule et on se rend dans notre hôtel près du lac Manyara. Voici l'hôtel. Vous allez dire, Anne-Marie, est-ce que c'est une tente? Et je vais dire, bah oui, c'est une tente. C'est un campement permanent. Ça veut dire que la tente est montée sur un socle en ciment. Il y a un toit en makuti, en chaume par-dessus. Il y a même une porte. Il y a l'électricité à l'intérieur, il y a l'eau courante et tout ce qu'il faut. C'est juste qu'on est dans une tente, c'est le fun. Et on a également une piscine. La fille, elle aime ça se baigner. Hein? De cet endroit-là, on s'en va vers Mto-Wambu. Dites-le vite, vite, voir. Alors, Mto-Wambu, Mto, rivière, Wa-O, Mbu, moustique à l'époque. Puis maintenant, il y avait une rivière, il y avait beaucoup de moustiques parce que de l'eau, ça attire les moustiques. Le nom est resté, mais il n'y a plus de moustiques autant. On va traverser une jonction qui est dangereuse et là, on va commencer à marcher. Et on marche et on se rend chez l'habitante pour un repas local de toutes sortes de choses, du bœuf en ragoût, du poulet en ragoût, ugali, maharage. Je ne vous dis pas ce que c'est, vous allez voir. Okay? Vous allez goûter à tout ça. C'est délicieux. Et je sais qu'il y a une marche qui va se poursuivre en après-midi, mais je ne suis pas sûre qu'on va marcher parce qu'il paraît que c'est très copieux comme repas. On verra. Et on se rend à notre prochain hôtel, qui est celui-ci, qui n'est pas un campement, c'est des vraies chambres fermées. Et là, on passe la journée à Mtowambu. On a deux options. Soit on part de l'hôtel avec notre lunch et on lunch en quelque part et on revient pour le souper. Soit on part de l'hôtel, on fait une loupe dans une direction, on revient pour un repas chaud, ou puis après ça, on repart dans une autre direction, puis on revient pour le souper. C'est nous qui décidons. On va décider ça ensemble, puis la veille au soir, puis on fait ce qu'on a envie de faire, c'est notre safari. Puis en soirée, on va pouvoir regarder ce que le feu de camp. De Mtowambu, on s'en va au lac Eyasi, on s'en va faire du tourisme culturel. Alors, pour ça, ça nous prend un guide. Ce guide-là s'appelle Joseph. Il parle 5 langues. Il parle sa langue maternelle, il parle Datoga, Atsabe, Swahili et anglais. Parce qu'il a grandi dans cette région-là. Et puis, ses amis, c'est des Adzabé puis des Datoga, fait qu'il a parlé la langue. Puis voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. On a un lunch froid dans la brousse. On s'en va rencontrer les Datoga, pasteurs et métallurgistes. Et on revient à l'hôtel en voiture à la fin de notre journée, à cet hôtel, près du lac Eyasi. Le lendemain. Le lendemain, il y a des chances qu'on se lève très, 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 très tôt. Ça va dépendre où se trouvent les Adzabés. C'est Joseph, il va nous le dire. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on s'en va les rejoindre et peut-être aller à la chasse avec eux. Ça veut dire qu'on va marcher avec eux. La chasse, ça veut dire de la chasse aux petits oiseaux. Ce n'est pas un danger pour nous autres.
on n'a pas besoin de participer à la chasse, on peut juste observer et ils vont nous montrer des mots. C'est intéressant parce que c'est une langue à clics, leur langue. Alors, on va s'amuser beaucoup avec les clics. Après ça, randonnée en après-midi et on revient à l'hôtel, au même hôtel que la veille pour dormir. Ensuite, au jour 10, on part du lac Eyassi et on s'en va dans la zone de conservation du Ngorongoro. On s'en va d'abord à la gorge d'Olduvai. Il y a un musée absolument magnifique à cet endroit-là que je vous amène à visiter. C'est peut-être le plus beau musée que j'ai vu de ma vie de paléontologie et anthropologie. Vous allez voir une très, très bonne façon de nous montrer nos ancêtres hominidés et comment ça a évolué, tout ça. C'est vraiment, vraiment bien fait. Il y a une aire couverte pour prendre des pique-niques. Il fait très chaud à cet endroit-là. Ce n'est pas de mauvaise chose. Et après, on va faire notre randonnée vers les Shifting Sands qu'on a vu tantôt, la fameuse dune de sable. C'est une randonnée qui va être un petit peu plus difficile. On est dans de la roche et puis ça monte, ça descend. Ça va être la plus difficile. Si on se rend compte que ce n'est pas faisable, la voiture est là, elle nous ramasse et on s'en va. Ce n'est pas un problème. On va l'essayer quand même. Si vous regardez la photo qui est là, imaginez-vous que la dune est derrière moi quand j'ai pris la photo. Puis ce qu'on voit, on n'en voit pas là, mais il y avait des petits bergers massins avec leurs chèvres. On devrait aussi en voir. Et on se rend à l'hôtel qui va être près de la porte d'entrée du cratère, qui est cet hôtel-là, avec des visiteurs de type zèbre. Et le lendemain matin, encore une fois, on va se lever de bonne heure parce qu'on veut rentrer dans le cratère à 6h30 si c'est possible. On a droit à seulement 6 heures dans le cratère. Puis la raison pour laquelle on rentre si tôt, c'est pour essayer de voir des prédateurs actifs. Sinon, si on est là à l'heure du midi, on n'en verra pas et on va les voir en train de dormir les quatre fers en l'air. C'est cute, mais c'est moins intéressant. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de rentrer de bonne heure. Au bout de 6 heures, il faut ressortir en tenant compte du fait que descendre dans le cratère, c'est presque 40 minutes et ressortir, c'est presque 40 minutes aussi parce que c'est une route en lacet. Entre les deux, on va avoir un lunch froid. On peut manger dehors, une aire de pique-nique, ou on peut faire comme j'ai fait la dernière fois, c'est-à-dire le lunch sur les genoux, à continuer à rouler pour voir le plus de choses possible. C'est nous qui déciderons à ce moment-là. Et là, on sort du cratère et on s'en va à notre prochain hôtel, qui est un peu un hôtel à mi-chemin entre le cratère et notre destination suivante, qui est une réserve Maasai privée, où on va avoir une immersion chez les Maasai. Le propriétaire de cette réserve-là s'est dit, moi, j'aimerais ça que les gens voient notre mode de vie et pas de façon artificielle, de façon réelle, avec une école, puis avec les gens qui vont s'occuper du bétail, etc. Alors, c'est ce qu'il a fait, c'est une immense réserve. Et là, on part et on s'en va en voiture. C'est un petit peu loin pour s'y rendre. Je m'en excuse à l'avance. Et là, on arrive pour le lunch chaud et l'après-midi, on fait une visite du secteur avec informations, beaucoup, beaucoup d'informations qu'on va avoir à ce moment-là sur le mode de vie des Maasai. Avec toutes les photos que vous voulez prendre, il n'y a pas de problème. Le lendemain, ça c'est là où on va dormir, on va s'en aller dans un coin un peu plus rustique, OK? C'est une hutte Maasai traditionnelle. C'est fait avec de la bouette et de la bouse de vache. Et non, ça ne sent rien. Et c'est quand même, il y a de l'eau courante, il y a de l'électricité avec électricité solaire. Alors, il y a ce qu'il faut, on est correct, on va pouvoir recharger notre téléphone le soir et ça va être confortable, il y a un vrai lit, tout ce qu'il faut, mais c'est juste que c'est un peu plus rustique que ce à quoi on est habitué. Et le lendemain, on passe la journée avec un guide massage qui va nous amener voir ce qu'il y a à nous montrer. Ça peut être, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à nous montrer, là. On va le savoir quand on va être là. C'est ça qui va être génial. Il va peut-être nous dire, ah, j'ai vu tel truc, on s'en va voir un truc particulier qu'on s'en va voir. Bon, on y va. Et on va prendre un lunch froid dans la brousse et le souper spécial, souper d'adieu, avec remise de certificat. Ce n'est pas des Compostela, mais on va créer un certificat pour les besoins de la cause. Il va être en 3 langues, français, anglais, swahili. Et puis, on a une compétition de javelot. On va avoir une soirée au coin du feu, des récits Maasai. Tout ce que j'espère, c'est que les récits Maasai vont être dits en anglais. Puis ça va faire Maasai traduit en swahili, traduit en anglais, puis traduit en français par moi. Ça va être cute. Mais on va avoir du fun, vous allez voir. On va s'amuser tout plein. Le lendemain, c'est notre dernier jour complet en terre africaine. On s'est dit que ce serait le fun de faire quelque chose, pas juste se rendre à l'aéroport. On traverse
on va se rendre au parc national d'Arusha, justement, et on va faire une randonnée avec peut-être Glory, c'est encore là. Et on va avoir également un dernier pique-nique sur le haut d'une colline ou près d'une chute, selon ce qui va nous tenter, avec une petite bouteille de vin pour se dire adieu, c'est notre dernier repas ensemble en Afrique. Et de là, on s'en va près de l'aéroport. On a accès à une chambre d'hôtel pour prendre une douche, refaire nos bagages comme du monde, se préparer à prendre le vol et direction aéroport pour le vol en soirée. C'est là que c'est le seul repas qui n'est pas offert dans tout ce que je vous ai dit. C'est le seul repas. C'est à l'aéroport. C'est tout ce qui reste que vous allez devoir payer. Tout le reste, les transferts, tous les entrées dans les parcs, tout le travail des guides qui vont être avec vous, tout ça est compris dans le forfait. Alors voilà, c'était le forfait de 15 jours, 12 nuits en Tanzanie. J'imagine qu'il y a des questions. Ouais. Ah, ça donne tellement le goût, là. Je ne sais pas, vous autres, comment vous êtes. Peut-être qu'il y en a qui se disent, mais comment ça que la Tienda il offre ça maintenant? En fait, on parle de rando, comme Anne-Marie le sait, et c'est un rêve que j'ai depuis que j'ai l'âge de 4 ans de partir en Afrique. Alors, pour moi, c'est vraiment comme combiner le meilleur de tout. Anne-Marie québécoise qui est là, l'Afrique, la Tanzanie, les randos, la randonnée, c'est ça. Petit groupe de personnes. Oui. Alors, je pense que c'est se laisser aller au travers de la nature exotique, extraordinaire. Alors, ce qu'on vous invite à faire, si vous voulez, tu peux peut-être. Oui, vas-y. La réponse à mon énigme. Ah, y a-t-il quelqu'un qui. Quelqu'un qui a trouvé qui a allé sur Google et qui a vérifié. Alors, vous n'allez pas me croire, mais le daran de rocher est le cousin direct de l'éléphant. De l'éléphant? De l'éléphant. Si on prend l'écureuil. Si on prend leurs deux squelettes côte à côte, c'est quasi identique. Alors voilà.